Monsieur le maire, bonjour. Bonjour. Nous venons vous voir suite à la dernière séance du conseil municipal qui s'est déroulée jeudi 28 avril dernier, dans lequel vous avez eu notamment une présentation effectuée par un cabinet d'expertise concernant le plan d'urbanisation de la commune d'Amnéville. Est-ce qu'on pourrait avoir un petit résumé des points qui ont été abordés ? Voilà, nous passons d'un plan d'occupation des sols à un plan local d'urbanisme, donc du POS au PLU, ce qui est obligatoire. Et dans ce cadre, il faut définir les grandes orientations pour l'avenir de la commune, savoir vers où on se dirige et quelles sont les options que l'on prend, parce que ce plan d'aménagement et de développement du territoire va avoir une durée de vie de 15 ans, donc va déterminer l'intégralité de nos actions en matière d'urbanisme pendant cette période. Il faut préserver le cadre de vie, préserver les espaces de loisirs où les gens peuvent se retrouver, comme le parc municipal par exemple, préserver l'intérêt que peut avoir certains endroits pour la commune, les façades qu'on dit remarquables, les bâtiments que l'on veut conserver, et puis savoir où on va étendre les habitations, parce que si on veut conserver une population identique, l'INSEE nous dit vous devez construire 50 nouveaux logements par an. Et on est enfermé dans des contraintes qui sont par exemple le SCOT de l'agglomération de Messine, le SCOTAM, qui nous impose des règles lorsque l'on construit. Donc il faut savoir où on peut organiser le développement de la commune pour maintenir sa population, maintenir tous les aspects qui font qu'on a envie de vivre à Amnéville, et pas seulement d'aller au centre thermal et touristique, mais de rester un habitant d'Amnéville. Et c'est ce document qui nous donne ces grands aspects. C'est donc l'envie de dire, ben voilà, on va prévoir que, par exemple, sur Malincourt, on peut développer un nouveau lotissement qui va permettre d'accueillir nombre de personnes. Et puis à Amnéville, ben, il reste peu d'endroits pour développer l'habitation. On a l'extension des coteaux du Soleil, on a le stade de la cimenterie, mais en dehors de ces deux zones, il n'y a plus d'habitation disponible, de foncier disponible. Donc il faut vérifier ce qu'on appelle les dents creuses, c'est-à-dire les endroits qui se situent entre deux habitations et où il n'y a rien, voir ce que l'on peut faire pour permettre aux gens de construire là, de même que les maisons qui sont inhabitées ou les appartements, et voir comment on peut amener les gens à faire en sorte qu'ils soient occupés. Si l'on prend notamment l'implantation du site touristique et thermal Dr Jean Kiefer, il est également sur le banc de la commune d'Agondange et le banc de la commune de Marange. Est-ce que cela va signifier également un rapprochement avec les autres communes ? Alors effectivement, nous avons pris le parti de dire qu'il est inutile d'être en guerre ou d'ignorer ces trois communes que sont Marange-Sylvange, Agondange, mais également Rombat, qui sont présentes sur le site thermal et touristique. Il faut faire une action commune parce que le développement et l'avenir de ce site sera issu de la concertation et de la bonne entente qu'on aura avec toutes les communes concernées par ce site thermal et touristique. Et il faut que sur ce site, on puisse préserver aussi un cadre de vie agréable. On ne va pas raser toute la forêt pour bâtir des activités ou des hébergements ou que sais-je encore, des restaurants. Il faut que l'on puisse conserver des endroits qui soient agréables pour tout le monde, qui garantissent cette nature, cette forêt qui fait le charme de ce centre thermal et touristique. Donc il faut faire ces arbitrages entre là on va autoriser le développement de nouvelles activités et là on va l'interdire parce que ça participe de l'harmonie de ce centre thermal et touristique. Très bien. Alors un autre point a été évoqué lors de ce conseil municipal, il s'agit de la fermeture du restaurant du Golfe d'Amnéville et vous avez émis l'hypothèse, ou en tout cas vous avez fait la proposition aux conseillers de proposer au Golfe de pouvoir utiliser la restauration de Snow Hall. Pour quelle raison ? Parce que la restauration au Golfe, c'est important. Quand on va faire un parcours, que ce soit 9 ou 18 trous, ça prend quelques heures. Et quand on revient, il est normal qu'on ait l'envie ou de partager un verre avec ses coéquipiers ou de manger.
Et avoir un restaurant du Golfe qui est fermé depuis au moins le 1er décembre 2015, c'est une difficulté de plus pour l'exploitation du Golfe, qui est déjà menacée parce que d'autres golfs ont ouvert ou parce qu'on imagine que les travaux de la VR52 vont impacter rapidement le Golfe, alors qu'on discutera de cela dans 5 ans, quand il sera temps. Mais il est impératif qu'on ait cet endroit où on puisse échanger et se restaurer. Donc, deuxième société à déposer les bilans, à être mise en faillite dans le cadre de l'exploitation de ce golfe. C'est pas facile de répondre aux demandes des clients, mais il est impératif que ce soit ouvert. Le Snowhall a cette particularité qu'il fonctionne d'une façon totalement inverse aux activités de plein air, puisque sa saison forte, c'est l'hiver, sa saison basse, c'est l'été. C'est l'inverse pour le golf. Autant utiliser le personnel qui est disponible au Snowhall et qui est moins occupé pendant l'été pour cette activité de restauration au golf, étant précisé que c'est une solution transitoire et passagère. Vous comprenez bien que la liquidation judiciaire de la société qui exploitait le golf, le restaurant du golf a cherché à trouver un repreneur, à vendre ce fonds de commerce sans y parvenir. Le golf a fait aussi sa part de travail pour essayer de trouver quelqu'un sans avoir d'offres sérieuses. Et nous, de notre côté, nous n'avons pas réussi à trouver quelqu'un qui ait des garanties suffisantes pour avoir une exploitation sereine de ce restaurant, d'où l'idée de confier au Snowhall cette exploitation. Il a démontré son savoir-faire, il a démontré ses capacités de redresser l'activité restauration au sein même du Snowhall. Je pense que c'est un beau challenge pour le Snowhall, qui est très motivé par ce nouveau challenge et qui saura satisfaire, je l'espère, les clients du golf. Est-ce que ça va se pérenniser ou alors est-ce que vous pensez pouvoir le faire reprendre par un privé, par exemple? Le but, c'est d'être repris par un privé et je pense qu'un privé sera beaucoup plus intéressé par un restaurant qui fonctionne, qui génère un chiffre d'affaires, qui démontre ses capacités à vivre et à être rentable, plutôt que par un établissement qui est fermé maintenant depuis 5 mois et qui n'a pas d'activité et sur lequel on peut émettre tous les doutes possibles et imaginables. C'est pas facile pour quelqu'un de dire je vais prendre un fonds de commerce qui est fermé depuis 5 mois, il n'y a plus de clientèle, il n'y a plus d'activité dedans, je ne sais pas vers quoi l'avenir va me réserver. On peut se poser tout un tas de questions, effectivement. Merci. Un autre point donc qui a soulevé débat, un débat assez animé d'ailleurs, il s'agit de la vente d'un terrain municipal à un établissement privé. Le débat portait sur le montant de ce terrain. Alors pourquoi effectivement avoir choisi d'abaisser le prix de ce terrain par rapport à ce qui vous était préconisé? La commune a l'obligation de demander au domaine une estimation de la valeur du terrain. On a une estimation à 72 000 €, terrain libre de contraintes et de servitudes. Contraintes et servitudes, ça veut dire que sur un terrain, vous pouvez avoir des restrictions au droit de disposer librement de ce terrain. On peut avoir une servitude de passage, c'est-à-dire que quelqu'un peut passer sur votre terrain, c'est inscrit sur ce terrain, c'est attaché à ce terrain, et vous devrez donc faire en sorte que ce droit de passage soit maintenu. Il peut y avoir aussi un droit de faire des analyses sur ce terrain, un droit d'intervenir sur une canalisation qui traverse ce terrain, etc. Tout un tas de contraintes et de servitudes. Donc les domaines nous disent il n'y a pas de servitude et de contraintes sur ce terrain, au sens juridique du terme, nous l'évaluons à 72 000 €. Mais les domaines ne parlent pas de l'état physique du terrain. Vous êtes censé vendre un terrain comme vous le vendez à n'importe qui, c'est-à-dire un terrain viabilisé et sur lequel on peut immédiatement construire ou réaliser son projet immobilier. Or là, ce terrain, il est dans un état extrêmement déplorable, parce qu'il y avait l'ancien hangar à sel, qui est toujours là, parce qu'il n'y a aucune viabilisation sur ce terrain, donc il faut ramener tous les réseaux et payer tous les frais que cela va engendrer, et on a estimé ces frais à plus de 27 000 €. Si vous rajoutez 27 000 à 45 000, on est à plus de 72 000 €, donc on est à l'estimation
des domaines. Simplement, au lieu de dire on va, nous, faire ces travaux, viabiliser le terrain et le vendre au prix des domaines, on a un acquéreur qui nous dit moi, je suis prêt à prendre en charge ces travaux et à acheter le terrain en l'état. Vous n'avez pas besoin, vous, commune, de payer ces travaux, de faire l'avance de trésorerie, et je vous paye donc la différence qui en résulte, ce qui paraissait beaucoup plus logique pour la commune, puisqu'elle elle bénéficie du fait qu'elle n'a pas besoin de faire l'avance de ses frais et de cette remise en état du terrain, et c'est tant mieux pour les finances communales. J'ai l'impression, quand on voit cette présentation du point, qu'encore une fois, j'ai l'impression que c'est une blague. Et j'ai l'impression que c'est une blague parce que si on voit les documents que vous nous avez présentés, le 22 octobre, vous demandez au domaine combien coûte ce terrain. Le domaine vous répond que le terrain coûte 11 000 €, et par rapport à ce que vous venez de nous expliquer, monsieur le maire, ce n'est pas tout à fait juste, vos propos. Et ce n'est pas tout à fait juste parce que vous dit l'État, que vous dit la direction régionale des finances publiques? Qu'est-ce qu'ils nous expliquent? Ils nous disent que compte tenu des données les plus récentes du marché immobilier local et des documents transmis à l'appui de votre demande, la valeur vénale de ce bien est de 11 000 € l'art. Cette étude, il nous explique, est valable pour durée d'1 an. Passé ce délai, il conviendra de demander une nouvelle évaluation. Mais il est observé, on nous explique, que vous m'avez fait mention d'aucune contrainte ou servitude particulière dont les biens à évaluer seraient affectés. Donc il vous explique que par rapport aux documents que vous leur avez donnés, eux, les domaines, estiment le prix de ce terrain à 11 000 € l'art. On est au mois d'octobre 2015. Vous nous dites qu'au mois de 13 avril 2016, une entreprise, que nous on ne connaît pas, sûrement que vous devez la connaître, mais cette entreprise, monsieur Michel, dit nous, ce terrain qui a été évalué 72 050 € par les domaines, nous, l'entreprise Martel, on est prêt à mettre 45 000. Et vous allez nous demander ce soir de délibérer dans ce sens et de dire oui, les domaines, ils nous disent 72 000, bon, il y a un petit peu de travaux, eh bien, vendons le terrain à cette entreprise Martel pour 45 000. Mais on se moque de qui? On se moque des Amnévillois qui ont vu leurs impôts augmenter parce qu'il n'y a plus d'argent. On se moque des Amnévillois parce que les tarifs de la cantine scolaire a augmenté. On se moque des Amnévillois parce que les fournitures scolaires, eh bien, c'est plus ce qui était avant vos promesses. Et là, on va s'asseoir à côté la ville va s'asseoir à côté de 27 000 € parce que vous avez décidé, une fois de plus, mais on est dans votre logique il y a quelques mois avec monsieur Léonard qui devait acheter un terrain pour son cousin. On est dans la même logique où vous vouliez vendre le musée du vélo. D'ailleurs, vous êtes fait rattraper par la patrouille et cette vente a été purement et simplement annulée parce que vous aviez décidé vous-même, tout seul, d'un commun accord avec vous-même, que ce musée du vélo coûtait 1,5 million d'euros. Et là, vous allez demander ce soir au conseil municipal de passer outre ce que l'État nous donne comme valeur vénale d'un bien. Mais monsieur le maire, arrive un moment, on vous l'a déjà dit la dernière fois, arrêtez, parce que ça commence vraiment à se voir. On en a marre que vous décidiez arbitrairement à qui vous allez donner, à qui vous allez vendre les terrains. Et j'aurais une seule question, monsieur le maire. En tant que maire, quel intérêt vous avez à vendre ce terrain aussi peu cher à ce promoteur immobilier? Évidemment, nous allons voter contre cette délibération et on vous invite, mesdames, messieurs les conseillers municipaux de la majorité, de ne pas voter ce point qui est à l'ordre du jour parce que je pense que cette décision ne restera pas lettre morte. C'est un scandale que les Amnévillois, qu'on vende, on est en train de brader les terres d'Amnéville à des gens qui font simplement une demande. Ils font une demande et on accepte leur demande. Encore une fois, aucun appel d'offres sur la vente de ce terrain, aucune publication. Alors même si vous estimez que vous n'êtes pas obligé de le faire, vous êtes la seule commune, et Dieu sait qu'on en connaît des communes,
Ça fait 20 ans qu'à titre personnel, je travaille avec des collectivités. Quand j'en parle autour de moi, aucun maire me dit mais ça c'est comment c'est possible qu'un maire puisse faire ça? Eh bien bienvenue à Amnéville, mais nous de notre côté, on donnera les suites qu'il faudra pour cette session de terrain. C'est un terrain qui est à côté de la gare, qui est dans un endroit qui est quand même assez difficile, qui est à proximité de l'endroit où Martel, l'acquéreur, a construit pour le compte de Moselis des logements. Il y a une cohérence dans l'acquisition de ce terrain et dans l'intégrité de cet ensemble immobilier. Et c'est cela que nous avons voulu préserver, notamment à l'égard d'une société qui est domiciliée à Amnéville et qui y a ses locaux. Merci pour ces explications, monsieur le maire. Merci à vous.